Nous sommes très heureux donc d'accueillir le professeur Jean-Louis Terra, professeur de psychiatrie et surtout un des initiateurs de la prévention du suicide en France, qui a été le premier, peut-on dire, pourrait-on dire, avec une collègue canadienne, qui a mis en place donc les formations de formateurs. C'est quelque chose qui est très important pour nous français. C'est un, comme certains disent, un compagnon de route et un ami, voilà, que j'apprécie beaucoup et qui est quelqu'un qui a organisé à plusieurs reprises des congrès du groupement d'études et de prévention du suicide, qui est très actif, qui a beaucoup travaillé avec le milieu pénitentiaire, mais qui travaille aussi beaucoup maintenant avec les EHPAD. On pourrait passer toute la matinée avec tout ce qu'il fait. Il vous en parlera de toute manière. Il a été nommé récemment membre de l'Observatoire national du suicide. Et je crois nous avons ce matin la grande chance de l'avoir pendant plus d'une heure pour nous, avec nous. Il ne sortira pas avant midi, voilà. Et nous allons pouvoir lui poser des questions et surtout, dans un premier temps, l'écouter pour pouvoir apprendre, je dirais, à la fois beaucoup de choses, mais aussi l'écouter de manière tout à fait agréable, car vous verrez, c'est un orateur hors pair. Jean-Louis, à toi, et merci beaucoup encore. Merci Jean-Jacques, tu mets la barre très haut. Bonjour, donc je m'appelle Jean-Louis Terra. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Sur le plan psychiatrique, deux activités psy-mobiles. Nous avons créé une équipe pour aller à la maison rencontrer les personnes en détresse psychique qui ont des besoins de soins mais qui n'ont pas de demande, ou pas de demande pour le système actuel. Et puis un centre de prévention du suicide où nous accueillons des suicidaires, des suicidants, dont les médecins en détresse. Nous faisons du soutien téléphonique aux personnes qui sortent des urgences. Nous accompagnons des endeuillés professionnels et bien sûr la famille. Et puis nous soutenons des équipes. D'abord, je voudrais vous remercier d'être là. J'aimerais remercier les organisateurs de cette journée. On croirait à un congrès national. Vous êtes 600 environ. Pour cette 13e journée de la Vienne, Jean-Jacques Chavagna, Christian Poupin, toute une équipe qui a dû travailler très dur et qui m'a mis comme feuille de route la crise suicidaire. Donc ce que je vais vous proposer, c'est un petit peu de vous montrer que l'intervention de crise suicidaire n'est pas tout à fait un soin, pas tout à fait une psychothérapie, mais plutôt une intervention de crise que l'on peut diffuser très largement. L'idée, c'est que le suicide n'est pas une maladie, mais plutôt un risque, et que de très nombreuses personnes doivent être formées, pas pour faire toute l'intervention, mais au moins les premières étapes, c'est-à-dire entrer en contact et détecter. Pour segmenter les choses de façon très simple, c'est un schéma que vous avez dû voir, il date de 97-98. Avant l'apparition des idées de suicide, c'est de la prévention pure. Donc chaque fois que vous aidez quelqu'un en diminuant sa souffrance, ne serait-ce de quelques degrés, vous faites de la prévention pure. La personne n'a pas besoin de penser au suicide pour vivre, voire survivre, si c'est très difficile. À partir du moment où la personne a des pensées suicidaires, c'est qu'elle a expérimenté déjà de très nombreuses solutions qui sont inhabituelles. Refuser les choses, partir plus tôt, se disputer, bouder, boire, frapper, démissionner, vendre. Donc il faut savoir que les personnes en crise suicidaire sont déjà désorganisées parce qu'elles vont mal, et aussi parce qu'elles ont expérimenté des solutions le plus souvent délétères. Plus on va mal, plus on veut des solutions rapides, plus les solutions sont rapides, plus elles sont mauvaises en général. C'est rarissime que des solutions rapides soient excellentes. Comment se calmer en 1 seconde, donner des coups de tête dans un mur, 7 secondes fumer. Fumer peut sauver, mais pas à long terme. Voilà. Donc ça, c'est un modèle d'intervention que j'appelle de plus en plus, grâce à mes contacts avec le milieu gendarmique, brevet de secourisme psychique.
que tout le monde pourrait passer. Vous êtes déjà diplômé, si vous avez fait la formation. Qui a fait la formation sur 2 jours? Levez la main. Ouais. C'est un lieu protecteur ici. Hein. Il ne peut rien nous arriver. Hein. Non, mais c'est important. Sur ce territoire, il ne peut rien nous arriver. Quelquefois, dans d'autres lieux, il y a 2 personnes formées sur 500. C'est pas pareil. Hein. Il faut une densité de formation. Et puis après une tentative, notamment lorsqu'elle est très grave, elle a des lourdes séquelles ou qu'il y a un décès, on parle de postvention pour les personnes qui ont découvert la scène, porter secours, annoncer la nouvelle, pour les endeuillés, la famille, les proches, les amis, les endeuillés professionnels qui ont perdu quelqu'un qu'ils devaient aider, qu'ils avaient à aider, et puis pour éviter les phénomènes de contagion suicidaire, c'est-à-dire pas de suicide depuis 2 ans, 2 suicides dans le même service hospitalier à 1 heure d'intervalle. Un à minuit, un à minuit, à 1 heure du matin. Les 2 personnes se connaissaient peu, mais le deuxième était brutalement dans une unité de soins. On se suicide. Ça existe dans tous les milieux, que ce soit des écoles, des promotions, des prisons, des lycées, des maisons de retraite, des villages. Hein, ce phénomène de contagion suicidaire pour lequel on doit vraiment lutter. Donc, un modèle pour s'entendre, de quoi parle-t-on? Pour agir, les acteurs, les actions, donc c'est bien au niveau d'un territoire comme le vôtre, de délimiter qui fait quoi, hein, d'avoir des modèles communs, mais de délimiter, de segmenter les étapes d'intervention. Et puis pour évaluer qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, la France est totalement orpheline d'évaluation de la prévention du suicide. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas forcément d'intelligence ou de volonté d'évaluer si ça marche ou ça ne marche pas. Sur un territoire, entre une maison qui va mal, qui s'effondre, et un conifère où la souffrance pourrait s'arrêter, comment faire en sorte que la personne ait une trajectoire la plus courte possible de souffrance et qu'elle ait un parcours de soins le plus bref, c'est-à-dire qu'elle rencontre rapidement une personne qui noue un bon contact, qui lui permet de nommer ses émotions, d'évaluer le potentiel suicidaire et d'apporter des réponses. L'excellence territoriale, c'est faire en sorte que les personnes errent le moins possible, racontent leur histoire de foi le moins possible au plus petit nombre de personnes. Personne ne veut être soigné par un réseau, sauf perversion. On veut être soigné par une personne, par 2, 3, ça devient compliqué, 20, non. Donc les réseaux, c'est parce qu'il y a un nombre important de personnes formées que les trajets des personnes sont plutôt simples. Un exemple, c'est comment aller du Père-Lachaise à la Gaîté-Montparnasse avec le minimum de stations, dans un changement où il y a le minimum d'étapes. Les personnes formées, on distingue en général 3 lignes. Les premiers qui sont des capteurs, des pêcheurs à la mouche qui voient du monde. On parle beaucoup de gatekeepers, c'est-à-dire de personnes qui rencontrent beaucoup de monde, les pharmaciens d'officine. Les pharmaciens d'officine, je ne sais pas s'il y en a ici. Ils travaillent. Vous savez, on dit, les pharmaciens ils disent, tout ce qui ne va pas dans la rue, on le met chez nous. Et puis ensuite, on appelle le médecin. Donc, ils voient beaucoup de monde et il y a des personnes qui peuvent dire, est-ce que c'est dangereux ça? Ah oui, ça c'est très dangereux, madame, hein, faites attention. Ben, vous mettrez 4 boîtes alors. Bon. Les gatekeepers, c'est ceux qui voient beaucoup de monde. Alors ça peut être le clergé, quelqu'un qui est un standard, un secrétariat d'université, voilà. On distingue aussi des gatekeepers sur le net. Hein. Je parle de cybernounous. Les cybernounous, c'est ceux qui vont sur le net chercher ceux qui sont sur les sites pro-suicide pour les ramener sur les sites anti-suicide. La plupart des sites sont anti-suicide. Oui, cybernounous. Je ne sais pas si vous êtes, vous, des cybernounous. Alors pour les garçons, on ne sait pas comment il faut les appeler. Hein. Donc, ils détectent, ils signalent. Deuxième ligne, c'est le pilotage sanitaire et social. Comment créer un filet de sécurité assez long, 6 à 8 semaines, où il y a des pas japonais, j'appelle ça des pas japonais,
où la personne va poser ses pieds alors que le sol était boueux, alors que les eaux de Xintia venaient de se retirer seulement. Elle avait de la boue jusqu'aux rotules. On lui pose des pas japonais où elle pourra poser ses pieds et sa vie. Il faut que ce filet de sécurité soit assez long, plutôt 6 à 8 semaines. Et puis, si la personne ne s'améliore pas dans cette serre de bonne volonté, plus on l'aide, plus elle s'aggrave, plus elle vous griffe le visage. Éventuellement la psychiatrie. Mais la psychiatrie, il ne faut pas lui envoyer toutes les personnes qui vont mal, sinon elle va étouffer. Elle va faire de l'asthme. Donc, première ligne, c'est un peu tout le monde. Deuxième ligne, pilotage sanitaire et social. Les travailleurs sociaux, il y en a dans la salle, j'imagine. Forces du bien. Où sont les forces du bien? 2, 3? Oh non, levez les forces du bien. Non. Et puis les services spécialisés après pour... Bon, quelques petits détails. Je ne demande plus jamais à mes patients, est-ce que vous vouliez vraiment mourir? Les gens, la plupart disent, non, je ne voulais pas forcément, mais j'en pouvais plus. La mort est le moyen, ce n'est pas le but du suicide. Le but du suicide, c'est arrêter la souffrance. Il y a des gens qui veulent dormir 3 jours, 3 heures, 3 ans, 3 siècles. Mais ils aimeraient bien se réveiller si ça s'arrangeait. Deuxièmement, la plupart des gens qui commencent arrêtent. Il y a une ambivalence terminale, les gens prennent des comprimés, ça les calme d'avoir été un peu efficaces, ils appellent au secours. Demandez ce qui a été pris, demandez ce qui voulait être pris, l'intention. Un de mes patients avait pris 30 comprimés, je lui ai dit, mais vous en avez emmené combien dans la voiture? 600. Ah, oui, ça vous fait réagir, hein. Donc il y a une ambivalence terminale. La plupart des gens qui devaient tirer comme ça, tirent oblique. L'autre jour, je forme des détenus de soutien dans une prison, dans plusieurs prisons. Et à la pause, il y a un détenu de soutien. Accrochez-vous, mettez votre ceinture de sécurité, parce que ça va bouger. Là. Il y aura un peu des turbulences. Il me dit, vous savez, quand vous avez fait le geste, je me suis vu. Racontez-moi, expliquez-moi. Ben, vous savez, c'était mon 2e mariage, ça n'allait pas du tout, elle était partie. Elle me trompait avec mon meilleur ami. On avait un petit garçon de 2 ans et demi. Elle était partie avec lui. Je ne m'occupais pas de l'entreprise. Je n'allais pas bien. Je ne savais pas si c'était le jour, la nuit. 4e jour, elle me demande, j'ai trouvé un travail, garde-le. J'ai dit, mais c'est pas juste, c'est toi qui pars et tu me demandes, je ne vais pas bien. Elle a insisté, je n'ai pas pu résister. L'enfant allait mal, il avait de la fièvre, plus qu'une rhino. Il pleurait, rien ne le calmait. On ne dormait pas. On était très mal. Le 4e ou 5e jour, j'en pouvais plus, je suis descendu. Je suis remonté. J'ai tiré dans l'enfant, j'ai tiré dans le chien. Et puis vous voyez, la balle est passée là, oblique. Il est passé aux assises en octobre dernier. Petite histoire. Pour montrer que jusqu'au dernier moment, ça peut changer. Il allait mal depuis longtemps, c'était le 2e mariage qui n'allait pas, il connaissait le scénario suicidaire, il avait tout ce qu'il fallait à la maison. Bon. L'enfant est tétraplégique, pour vous rassurer, à moitié. Le chien est mort, je suis désolé de vous l'annoncer, et lui sera un excellent détenu de soutien, parce que je vous garantis que le processus suicidaire, il le connaît. Une autre prison, un homme me dit, vous savez, si j'avais compris ce que veut dire le mot hospitalisation quand mon généraliste a prononcé, je n'aurais pas tué ma femme. Mais j'allais tellement mal que le mot, je n'ai pas compris de quoi il s'agissait. Ça veut dire que quand vous proposez une solution, il faut qu'elle soit limpide, claire. Et ce n'est pas un petit mot balancé comme ça, c'est vraiment une plaque que vous posez sous les pieds de la personne. Détenu, bien sûr, suicidaire. Le suicide reste une mort auto-infligée, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont vous aider à les aider, puis d'autres moins. Il y a des gens qui vont vous laisser peu de chance, il faut l'accepter. Et même si vous faites des soins, une aide parfaite, par moment, la souffrance est plus dure, plus terrible que les solutions. Et vous perdez quelqu'un. Donc il faut accepter dans ce jeu
humain, très humain, par moment de perdre. On n'est pas invincible. Faites attention aux patients, aux personnes qui trouvent des solutions à leurs problèmes, ça c'est pour vous, et puis ceux qui trouvent des problèmes à leurs solutions, ça c'est pour la psychiatrie. Plus vous les aidez, plus ça ne va pas. Avez-vous pris le comprimé? Non. Que voulez-vous que je fasse si vous ne prenez pas les médicaments? Bien distinguer, et ça c'est important aujourd'hui, on est envahi par la mort là. Il y a un goût d'euthanasie en France qui m'écœure. Hier j'ai fait un repas euthanasie avec un gars un peu gris, oh là 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 là. Vous savez, manger, avoir l'appétit avec ça, hein. On mange un poisson un peu vétérinaire légiste, il vous parle de oh là 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 là. Bon, on ne peut pas demander à une personne âgée, est-ce que, madame, vous pensez un peu à la mort? La personne, 92 ans, vous dit, mais mon petit, ma petite, tu sais, si je ne pense pas à la mort à 92 ans, c'est que je suis niqué de la tête, comme on dit à Vaux-en-Velin. Moi, je me suis coupé. Demander l'euthanasie, ce n'est pas tout à fait pareil. Je suis allé voir le docteur Jérôme Sobel à Exit. Une fois que les personnes sont qualifiées sur le plan médical, enfin, anciennement, parce que maintenant, ils peuvent faire des dérives, il demande aux personnes les yeux dans les yeux, dites-nous le jour et l'heure de votre mort. La moitié dit, écoutez, j'en suis pas là, je repasserai de la lumière. Et l'autre moitié dit, écoutez, dans 3 semaines, ma fille d'Australie sera là, à la vitesse où ça va, c'est la bonne cible. En général, la cible ne bouge pas. La tête reste là, le corps fout le camp. Crise suicidaire, on pourrait peut-être faire l'inverse, penser que la tête fout le camp et le corps reste. La crise suicidaire, pour schématiser, c'est la souffrance de la dernière heure, de l'heure qui arrive devant. La demande d'euthanasie, c'est plutôt une perspective. Dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques semaines, ça sera purement intolérable. Mais beaucoup de personnes m'ont dit dans des conférences comme ici, m'ont dit, est-ce qu'il faut encore se battre pour la prévention du suicide alors que l'euthanasie va nous les faucher légalement? Il faut se battre. Mais c'est vrai que la confusion, et sur les 10 334 morts en 2010, combien étaient dans une situation de désespérance physique? J'attends qu'une petite étude soit faite sur le sujet pour qu'il n'y ait pas l'amalgame pour dire « Ah ben maintenant qu'il y a l'euthanasie en France, on arrête la prévention du suicide ». Mais il y a des esprits pour ça, qui vont grignoter comme la vermine et vous bouffer votre bonne volonté. Donc là, vous levez les pieds, vous isolez, mais vous déparasitez. Bon, puis se mettre en danger pour exister, des personnes vont tellement mal, sont tellement orphelines de leur moi, de leur enfance, d'elles-mêmes, qu'elles doivent le vibrato de la prise de risque pour exister. L'automutilation n'est pas du suicide, mais les automutilateurs peuvent se suicider un jour lorsqu'ils estiment que ça ne sert à rien. La plupart des pensées suicidaires ne deviennent pas tentatives, la plupart des tentatives ne deviennent pas décès. Sur 100 000 Français, environ 3 900 ont pensé au suicide, je ne vous demande pas vous, 4% environ. Sur 100 300 ont pensé au suicide, 16 sont décédés. Mais ça varie selon le sexe et l'âge. Des jeunes filles, les jeunes ont actuellement accès aux pensées suicidaires de façon incroyable. À 7 ans, 8 ans, des jeunes parlent de suicide. 7 ans, 8 ans. Des petites lettres, des petits mots. Je veux me suicider, mais je ne veux pas mourir. Je dis, tu as tout compris. Tu as tout compris. En bas, moins de décès. Vous savez que les jeunes, il y a beaucoup de tentatives, mais il y a moins de décès. Il y a 500 décès avant 25 ans, 10 000 après 25 ans. En bas, ça peut être 2-3 pour des jeunes filles de 15-19 ans. 15 000 idées, 20 000 idées, 2-3 décès. Pour des personnes âgées, des octo plus, 80 ans et plus, notamment des hommes, en haut, ça peut être 1000 à 2000, chiffre anglais. En bas, ça peut être 220, Haute-Marne. 5 idées, 1 décès. Donc, quand vous êtes en face de quelqu'un, regardez si c'est une cafetière de grand-mère qui ne va pas couler, le café de grand-mère qui ne coule pas,
et si c'est un expresso, une personne âgée, notamment un homme. Donc si vous travaillez avec des personnes âgées, attention, les recommandations, c'est faites en sorte qu'ils n'arrivent pas aux pensées suicidaires, parce qu'une fois que c'est parti, c'est difficile de retenir. Pour moi, le suicide est vraiment un risque, c'est-à-dire une complication à la souffrance, où les maladies mentales ont un rôle important, mais n'ont pas le monopole. Dans le processus de solution, un rien peut changer les choses. Une parole de trop qui est insupportable, humiliante, et puis une petite parole qui a changé complètement les choses. Mais il suffit de pas grand-chose pour changer le cours des choses. Un fusil peut s'enrayer, quelqu'un peut passer par là, demander des nouvelles, et la personne est vivante. Donc ce n'est pas des grosses actions pour prévenir le suicide, c'est un ensemble de petites actions à un très grand nombre. C'est un spray, c'est vraiment, ça doit être diffusé, ça doit être sur les ponts, partout. Partout, il y a des êtres humains qui ne vont pas bien. Le rendement peut être faible. Si c'est des jeunes filles en bonne santé, il faut en protéger beaucoup pour éviter un décès. Si c'est des personnes qui ont fait une tentative de suicide, il suffit d'en protéger 100 pour éviter un décès dans l'année. Si c'est un schizophrène qui a décapité sa maman, il suffit d'en protéger 10 pour éviter un décès. Selon la densité du risque, le rendement de la prévention. Sur un territoire, il est intéressant, important, de concentrer les forces sur les densités élevées de risque. Et quelquefois, on a commencé en France, éventuellement, avec des personnes qui allaient le mieux. Parce que la prévention peut être un objet de luxe. Vous savez que tous les progrès de la médecine et les progrès de la prévention, c'est d'abord les gens qui vont très bien qui s'en occupent. La vraie démocratie, c'est l'obligatoire. C'est la contrainte. Regardez pour la ceinture de sécurité. Si les gens mettaient... La vraie démocratie, c'est la contrainte. Pas pour tout. La personne ne veut pas mourir, elle veut arrêter de souffrir. Ça, c'est vraiment la légitimité de votre intervention. Les gens peuvent changer d'avis au dernier moment. Il suffit d'apaiser la souffrance de quelques millimètres, de quelques degrés, pour qu'elle reste là. La crise suicidaire est marquée par un envahissement émotionnel. Soyez des ténors de la nomission des émotions. Quelquefois, on manque de vocabulaire pour qualifier. Il va mal, il a un problème. Un problème, ça ne veut plus rien dire comme mot. Moi, je bannis le mot problème. J'ai un problème. Le jour, j'ai quelqu'un qui arrive vers moi et dit j'ai un problème. Je t'aime. Ah non, mais c'est vrai, il y a un problème d'argent, un problème de trucs, un problème de narcissisme. Non. Il faut avoir des mots précis. On ne pêche pas à la mouche, les truites, avec n'importe quelle èche, avec n'importe quel appât. Il faut que l'appât soit vraiment très précis. J'imagine que ça t'a profondément touché quand elle t'a dit ça devant les autres. C'est autre chose que... C'était dur, ouais, un peu dur, si tu veux. C'est superficiel. Plus je vais mal, plus j'ai besoin de solutions rapides. Plus elles sont rapides, plus elles sont mauvaises, je vous l'ai dit. Comment faire une petite crise entre amis ? Eh bien, on va le faire. Premièrement, toutes les personnes qui vont mal ne sont pas suicidaires. L'autre jour, je vois quelqu'un du Congo-Brazzaville, un infirmier, des forces régulières, pris par les rebelles, torturé. Il fait 5 jours le mort au milieu des cadavres, sans boire, sans manger. Je lui dis, monsieur, à un moment donné, vous avez pensé à... Il dit, monsieur, en aucun cas, ça attaque les ancêtres. C'est réglé. Et puis moi, j'ai des patients dans la salle d'attente, ça fait 3 minutes qu'ils sont là, ils disent à mon assistante, Madame Laga, s'il ne vient pas, vous savez ce que je fais, je me tranche. Acceptons l'idée que nous sommes inégaux face à la souffrance. Je soigne un médecin qui a toujours sa trousse d'urgence depuis son début de médecine. Même en consultation à la trousse d'urgence, même dans la chambre à coucher. Un cocktail digne de Laborie, mais en plus fort. Les personnes qui vont mal cherchent des solutions, 3 types de solutions. Les bonnes, qui n'ont pas marché. Identifier avant de les proposer, parce que ça fait de l'impuissance. Mais vous devriez voir un psychologue. Mais j'en ai vu 20.
Deuxièmement, les solutions bonnes, mais qui n'ont pas été mises en œuvre, à garder. Troisièmement, les solutions mauvaises, qui créent des fardeaux supplémentaires. Alcool, violence, mépris, décision brutale. L'autre jour, je vois une dame, elle a vendu sa maison. J'ai dit, mais madame, vous l'avez vendu combien? Alors vous dites, c'est pas mon truc. Mais si, l'absence de causalité est une perversion. Elle me dit, j'ai dit, mais c'est... Elle me dit, oui, c'est pas beaucoup, c'est vrai. Même le fils du notaire est intéressé. Elle pense qu'il y a du chlore qui empoisonne, donc elle dort dans sa voiture. Mais c'est une grosse affaire, hein. Moi, je vous dirai l'annonce. Mon cri suicidaire, la première étape, c'est les flashs. Si je sautais du pont, ou si je disparaissais, hein, si je faisais pchit, hein, se dissoudre comme un grain de sel dans la mer. La personne a le sentiment de devenir folle, elle n'a pas envie d'en parler, de perdre le contrôle. 1,5% des suicides seront des homicides-suicides. S'il y a de la jalousie, je n'accepterai pas que cette femme soit dans les bras d'un autre homme. Je n'accepterai pas que ses enfants soient élevés par un autre père que moi. C'est proprement injuste. Je vais me venger, vous allez voir, je vais partir dans un feu d'artifice. Il me disait un homme qui n'avait rien à perdre, espérance de vie 3 mois. On vient de lui retirer ses armes, son logement, preuve d'argent. Il veut faire du pétard. Redoutable. Donc, bien explorer les pensées d'homicide derrière des pensées de suicide. Et plus une personne a des pensées d'homicide et elle les devient suicidaire, plus elle est dangereuse. Parce qu'elle n'a plus rien à perdre, elle n'est plus dans le monde des vivants, elle est dans le monde des morts. Donc même pour les forces spéciales, c'est très très dangereux, parce qu'il n'y a plus rien à perdre. L'étape après, vous la connaissez probablement, c'est l'idée fréquente, dévalorisante. Je pense à ça, je ne suis pas bon, ça me met à la cave sans les bouteilles, ça fait un double vitrage entre moi et les autres, ils parlent de week-end, moi je me dis, est-ce que je pourrais tenir encore 2 jours? Ne touchez pas les personnes suicidaires, parce qu'elles peuvent se sentir sales. Donc mettez 30 cm de plus entre son fauteuil et votre fauteuil, ou votre chaise et sa chaise. Ne touchez pas les personnes suicidaires. Elles peuvent se sentir pas à l'aise avec vous, parce qu'elles sont envahies par ça. Donc, petite recommandation, on ne peut pas dire des horreurs à genou contre genou. Reculez-vous un petit peu pour entendre des horreurs. La phase après, c'est la phase de rumination. La personne est fascinée, et c'est vrai que le suicide est fascinant. Une femme m'avait dit, vous savez, j'avais choisi de tuer mes enfants plutôt que de me tuer. C'était des grandes idées blanches, ça sentait l'eau de Javel chez moi. Grand ménage. C'est fascinant. Hein, la solution universelle. Ça veut dire que si vous apportez des solutions, elles doivent être en grande partie concurrentielles avec cette solution universelle. Donc, il faut vraiment commencer à apporter des petites solutions, peut-être à courte échéance, pas aussi fortes que le suicide, mais peut-être plus humaines et immédiates. Il y a une course contre la montre, gagner du temps. Comme la personne rumine, elle va domestiquer les idées, vous en parlera de façon éventuellement douce, une idée horrible. Vous savez, je crois que la semaine prochaine, vous ferez moins de soucis pour moi. Ou ça va s'arranger. Une jeune fille de 30 ans disait à ses parents, médecin, elle maman psychothérapeute, « Chers parents, maintenant je vais gérer. » Il comprenait, avec son psychothérapeute, l'hypothèse c'est l'autonomie par rapport aux parents, respect, on l'est. Mais la gestion était tout autre. Elle s'est pendue. Donc ce petit mot « je vais gérer », ils l'ont vraiment au travers de la gorge. Parce qu'elle a dit 10 fois, 20 fois, 50 fois, « Papa, maman, je gère ». Attention à ces petits mots qui sont des ovnis et dont il faudrait lever l'ambiguïté. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par « je gère » ? Lever l'ambiguïté. L'absence de curiosité est une perversion. Il faut être curieux de l'autre, aller au fond des choses. Comme la personne rumine, elle va vous le dire, donc elle va domestiquer, vous en parlez facilement. L'étape après, c'est, vous savez, c'est la cristallisation suicidaire, 2 cristaux, avec quoi? Souvent, avec quoi? Il y a 2-3 quoi. Alcool, médicaments, fenêtre.
Restez pas sur un quoi. Avec quoi, hein? Vous avez parlé de médicaments, mais avez-vous envisagé autre chose? Ah ben il y aura le pont. Bon, il y a des gens qui font des trucs, qui se sautent par la fenêtre en se pendant et en se tirant une balle dans la tête. On dirait qu'il voulait vraiment laisser aucune chance à la souffrance. Hein. Alors, les trois, pendus en sautant avec une arme à feu. Imaginez, ce qui doit faire peur, ce n'est pas le suicide, c'est la souffrance qui conduit au suicide. Hein. Le monstre est là. Hein, ne déplacez pas le centre de gravité. Le problème, c'est la souffrance qui peut conduire à de telles extrémités. Le suicide, c'est une ampule de morphine que l'on n'a pas, que l'on aura peut-être demain avec des sprays, vous savez, les Américains, l'armée américaine, spray anti-suicide, vous en avez entendu parler, non? Ça commence, hein. Un spray nasal, on aura tout ça dans la poche. Oh, ça va pas bien aujourd'hui. Ah, c'est mieux là. Ça marche, mais pas très longtemps. Mais ça marche. Hein. Ben, semble-t-il, ils sont en train de tester ça. Ou, en général, dans la maison, dans un lieu neutre, loin, je ne veux pas être découvert par quelqu'un qui pourrait me connaître, 200 km. Le suicide n'est pas tellement impulsif, même si les personnes impulsives basculent plus facilement. Mais quand on voit les lettres, les choses rangées, les paroles, les précautions, les polices d'assurance soulignées pour vérifier qu'il y aura bien de l'argent pour la famille, le processus n'est pas si impulsif que ça. Mais les personnes impulsives basculent bien sûr plus facilement que les autres. Notamment les personnes qui ont une impulsivité cognitive, c'est-à-dire qui, très vite, lorsqu'il y a un problème, pensent que c'est fini, c'est tout foutu. Vous en connaissez, on en connaît tous. Ah, il y a ça. Tu as 7 minutes de retard, c'est foutu, on ne pourra pas aller au cinéma. Vous en connaissez, hein? Et bien, ces personnes-là, qui n'ont pas de nuancier, qui n'ont pas de gris, c'est du blanc ou du noir. Ils peuvent basculer plus facilement. Deuxième cristal, comment je salue, comment je tire ma référence, comment je dis au revoir. Je vais dire au revoir aux gens qui m'ont respecté, qui m'ont compris. Je vais passer à l'hôpital, saluer le dimanche les équipes et mes compagnons de galère, faire des photos, ranger des affaires, donner des affaires, trier, faire des paquets cadeaux. Un certain nombre de personnes sur les voies ferrées saluent le conducteur. Je suis un être humain, tu es un être humain, je pars en tant qu'être humain. J'ai vu dans un établissement, la personne s'était levée, lavée, et on lui dit « Mais monsieur, vous allez mieux ?» Si vous voulez, il s'était lavé pour le médecin légiste. Partir proprement. Son état traînait depuis des mois et des mois. Mais il voulait partir en être humain, pas en moribond. Acte, et non pas passage à l'acte, parce que quand on voit la minutie, quand on refait les pas où les personnes sont passées, c'est quand même une construction très piégeuse, parce qu'on a l'impression que la personne redevient efficace, fait les choses, commence à sortir, va chez Castorama. Un hôpital de jour me dit « Mais on pensait qu'il bricolait. » Eh oui, Castorama, c'est la bricole, oui. Mais ils vendent des cordes aussi. C'est le problème. On n'a pas demandé. C'est un peu dommage, hein, parce qu'ils nous en avaient parlé de Castorama, on avait plein les oreilles. Il faut demander, hein, qu'est-ce que vous bricolez? Quand la souffrance passe de CDI en CDD, que le jour et l'heure sont déterminés, la personne peut être apaisée, plus gentille, plus préoccupée par les autres, moins égoïste. Pensez aux enfants, pensez à demain. Mais un détenu de soutien de 20 ans dans une prison m'a dit « Monsieur, on ne pourrait pas imaginer que certaines personnes, pour être moins pleurées, pourraient se montrer particulièrement exécrables les derniers jours. » 20 ans en prison. L'intelligence sur deux pattes. Est-ce qu'on ne pourrait pas être plus désirable pour être moins pleuré? À réfléchir, hein. Les patients qui sont difficiles jusqu'au bout, pour
pour être moins pleuré. Cacher l'être humain derrière le porc-épic ou l'oursin. Le potentiel suicidaire, ce fameux RUD, qui est vraiment une complication mentale, je ne sais pas qui a inventé ce truc-là, mais on ne va jamais s'en sortir. Alors, ils ont remplacé le mot risque par potentiel suicidaire. Ils l'ont segmenté en 3 trucs. Les facteurs de risque qui sont les grosses souffrances, les gros facteurs de risque, dépression, trouble bipolaire, schizophrénie, alcool, et je passe, qui génèrent des souffrances durables et insoutenables pour lesquelles il y a des solutions incomplètes. C'est le risque, atténué par les facteurs de protection, les quelques sentons autour de la personne qui ne va pas bien, les quelques protecteurs, les quelques Boris Cyrulnik autour, les tuteurs. Ça, le risque, on l'a tous. Un enfant qui naît au CHU, là, à cette heure-là, a un risque de suicide sur sa vie. 10-8, 10-7, 10-6, je ne sais pas. Peut-être 10-3, on ne sait pas. Sur sa vie entière. Peut-être plus, parce qu'un Français sur 50 meurt par suicide. Un Français sur 50. Quand c'est une femme sur 100. Quand c'est un homme, 3 hommes sur 100. Et je ne vous dis pas en coup d'armor. Ça peut être 6 hommes, 7 hommes, 8 hommes sur 100 qui meurent par suicide. Donc quand quelqu'un naît, il y a un risque qui va se construire, qui aura une architecture liée aux facteurs de risque et de protection. Deuxième dimension, l'urgence. C'est la seule dimension qui vous dit le jour et l'heure. C'est la probabilité de mourir dans les 48 heures. Le seul instrument, actuellement, c'est le dialogue. Mais tu en es où exactement? Dis-moi, explique-moi ta pire pensée cette nuit, le pire geste que tu aurais pu faire. À 2 heures, j'ai failli me pendre. Tu l'as demandé, maintenant tu le sais. Débrouille-toi. Mais je vais mal. Donc l'urgence est la dimension à évaluer. C'est la seule, la première. Quand vous avez quelqu'un qui va mal, ce n'est pas faire ce facteur de risque. C'est où on est en termes d'urgence. Il va le faire dans 2 ans, dans 2 heures, dans la minute, ou au contraire, il l'a déjà entamé, il y a 10 minutes, il était sur les voies ferrées. Il a pensé à vous, il est venu vous voir. Ça, c'est une dimension essentielle. Le danger, c'est le moyen, le train, l'arme à feu. Surtout si elle est sur le corps, près du corps. Bien sûr que c'est très dangereux. Les 3 dimensions ne peuvent pas être synthétisées. On peut avoir un risque faible et être une jeune fille qui est sur le toit aujourd'hui. Urgence élevée. Mais simplement le toit donne sur une pelouse 2 mètres plus bas. Danger faible. On peut être à risque très très élevé mais pris en charge magnifiquement. Il n'y a pas d'urgence aujourd'hui. Tout baigne, tout va bien. Mais si un jour ça allait mal, ça serait le puits ou la voie ferrée. Donc ces 3 dimensions, on ne peut pas en faire la synthèse pour dire potentiel faible, moyen élevé. C'est important parce que j'ai vu beaucoup d'établissements qui font un contresens. On dissocie les 3 dimensions et veut les rassembler. Non, ne faites pas de grumeaux avec ça. Ne faites pas de grumeaux. Un puits, la paroi, c'est la vie psychique, c'est le moi dans les yeux, piqué par des épines rouges qui vous font mal, être déprimé, abandonné, mal contrôler sa consommation de chichon, sa colère, ne pas trouver d'emploi, être rejeté, humilié, perdre de l'argent. C'est ça les risques, qui créent des souffrances durables et insoutenables, qui seront le moteur, le turbo, qui poussera certaines personnes à penser au suicide comme solution, voire avoir l'intention de le faire, voire la programmation, avec quoi ou quand, comment, et puis éventuellement la mise en œuvre. Programmation, je le fais demain avec le TER, à 17h53, j'ai repéré. Mise en œuvre, il est 17h52 et 45 secondes, le TER est à 150 mètres de mon corps.
Distinguez bien la mise en œuvre de la programmation. Il y a des gens qui ont programmé, mis en œuvre, et qui au dernier moment changent d'avis, ils viennent vous voir. Et ils sont intacts. Demandez où étaient les pieds il y a 10 minutes. Que faisiez-vous? Où étiez-vous exactement? J'étais sur le pont. J'étais sur le pont. Plus une personne va mal, plus vous allez poser des questions sur les dernières minutes, la dernière nuit, les dernières 24 heures, la dernière semaine. Ne demandez pas la sexualité infantile à ce moment-là. Non mais, c'est souvent le piège, interrogez sur les dernières minutes. Parce que vous aurez exploré les dernières minutes, vous en aurez apprécié la cinétique, vous pourrez prédire la minute qui vient, l'heure qui vient, la journée qui vient. Vous êtes des agences d'avenir. Nous ne sommes pas payés pour les rétroviseurs, nous sommes payés pour demain. Qu'est-ce qui va? Où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qu'il va penser? Qu'est-ce qu'il va éprouver? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Demain, demain, demain. Je trouve que par moments, on regarde beaucoup derrière. Beaucoup derrière, pas assez devant. Et quelquefois, il y a le mot terrible qui tue demain. Oui, mais alors, d'accord, je suis là, mais... et demain? Ah, demain, on verra. C'est le grand mot qui tue, on verra. Vous étiez mon parachute ouvert, je descendais lentement dans vos bras, protégé, et demain, on verra, en torche. Newton pur. Ah, on verra, mais demain vous êtes là? Ah non, moi je suis en rototo demain. Ah d'accord, on verra. Bon, c'est des choses simples, mais ça fait du mal, hein. On verra. Ah bon? Vous ne savez pas où vous m'emmenez? Vous me parlez comme ça, comme un spécialiste, et puis maintenant, on verra. On ne sait plus maintenant. Vous saviez pour hier, jusqu'à maintenant, et puis demain, vous ne savez plus. Non, on est payé pour mettre des pas japonais devant. Hein. On est des poseurs de pas japonais, non radioactifs, bien sûr. L'intervention de crise, vous rentrez par les souffrances durables insoutenables, vous descendez en rappel fort de votre humanité, votre compétence pour rejoindre la personne. C'est un peu de la spéléo. C'est un petit peu guide de haute montagne, sauveteur de haute montagne. La personne est à 3007, plaquée contre la paroi. Les mains et les pieds sont gelés. Vous montrez que vous avez quand même le squelette, les muscles, la tête, pour y aller. Hein. Ne me faites pas Bambi découvrant la neige. Est-ce que vous n'auriez pas éventuellement des petites souffrances? Alors la personne dit, ça serait une petite pendaison alors. Attendez, petite question, petite réponse. Hein. De façon très vulgaire, je dis, on ne sort pas les enfants au 9e mois qui ne veulent pas sortir avec une pince à épiler. On prend le forceps. Si vous allez chercher du gros, prenez du gros. Hein. Voilà, pour la pêche, il faut du gros. Voilà. Non, mais oui, mais quelquefois, c'est des petites, on pense qu'avec des petites questions générales, on va sortir du gros matériel. Faux. Hein. La qualité de votre intervention, ce n'est pas vos réponses, c'est d'abord la qualité de vos questions. Un bon professionnel se voit d'abord à la qualité des questions. Dans la qualité des questions, vous avez le professionnalisme. Quelqu'un est à 3007 gelé, les pieds et les mains, alors comment ça va là-bas? Non. Par quelle voie vous êtes passé? Je veux absolument vous rejoindre. Dites-moi, concentrez-vous. Par quelle voie vous êtes venu? Où êtes-vous? Que voyez-vous? C'est ça qui est important. Et bien sûr, l'idée que vous n'attendez pas que la personne vienne vers vous, d'aller vers elle. C'est le mouvement essentiel, c'est comme moi retenir, aller vers l'autre. Ce n'est pas la psychothérapie, on attend que l'autre vienne. Non. Aller vers l'autre, aller vers l'autre. Secourez ce psychique, allez sous la poutre de l'éboulement, du tremblement de terre, allez. Bon, et puis vous remontez en diminuant des facteurs de risque que l'on peut diminuer, en renforçant des facteurs de protection. Cherchez les facteurs de protection dans un processus de freinage des pensées, de la souffrance. Des personnes peuvent dire « Oui, mais madame, vous avez des enfants. » Et la dame qui entend ça dit « Mais peut-être que j'ai plus envie de lui parler à cette personne. Elle pense que je n'ai même pas pensé à mes enfants. »
Je crois que je vais mettre fin à l'entretien assez rapidement. D'ailleurs, je sais très bien faire. Donc les facteurs de protection, c'est nos peurs, c'est nos surrénales qui ont peur. Cherchez uniquement pour dire, madame, vous étiez sur la fenêtre, vous êtes penchée, et puis finalement vous me dites, vous avez fermé la fenêtre, vous êtes recouché. Qu'est-ce qui vous a conduit à ça? Mais c'est mes enfants, je ne peux pas leur faire ça. Comment s'appelle-t-elle? Nous appelons ça, j'appelle ça, les pensées velcro. Pensées, c'est-à-dire si je me la colle sur la tête, ça ne fait pas de bruit, mais quand je me l'arrache, ça fait scratch. Ce qui est velcro un jour n'est pas velcro toujours. Non, oui, mais neuroleptique un jour, neuroleptique toujours, vous savez. Mais, c'est-à-dire, le 15e fois, c'est mes enfants méritent un autre parent que moi. Coup de torchon, je dégage. Attention aux femmes déprimées qui n'arrivent pas à s'occuper de leurs enfants. On pense qu'elles sont inoxydables, c'est faux. Elles peuvent se donner la mort, même au cœur des soins. On dit les enfants, ça protège, non, pas. Ça peut s'inverser un enfant. Vous savez combien c'est persécutoire un enfant qui ne mange pas, qui va mal, qui tousse, qui pleure, mais quand on ne peut même pas s'en occuper. Les facteurs de risque dans 3 zones. L'enfance abîmée, le moi sans toi, TOIT. Les parents faisaient peur. De mes patientes abusées par son beau-père entre 4 ans et 16 ans, à 5 ans, elle dit à sa maman, tu sais ce qu'il me fait? Et sa maman lui dit, n'oublie pas qu'il te paye tes vêtements. Ce n'est pas seulement l'abus, c'est que la personne qui devait sauver lui a coupé la langue pour la vie. Ça ne sert à rien de parler aux adultes, il n'y en a pas. Les gros facteurs de risque, je ne vous apprends rien. Et puis les événements. Les personnes ont beaucoup de pertes. Perte d'estime de soi. Je me supporte plus. Je ne peux plus me voir. Ma famille me tourne le dos. Il me protégeait, maintenant il m'exclut. Il ne m'informe même pas. Les conflits. Je ne suis même pas inutile, je suis un nuisible maintenant. Je suis un nuisible. Perte d'argent, perte d'estime de soi, perte d'amour, perte. Les gros facteurs de risque. Alors, on parle beaucoup suicide et travail, suicide et... Alors, tous les métiers. Anesthésiste, vétérinaire, dentiste, agriculteur, gendarme, policier, pharmacien. L'autre jour, la mairie de Brest me dit fossoyeur et ramasseur de cadavres de poulets dans les élevages doux. Arrêtons de stigmatiser des populations. Les boules du facteur de risque sont énormes. 28 fois plus troubles bipolaires, 20 fois plus. Et on va dire, les médecins, c'est 2,2 fois plus. Mais travaillons d'abord sur les médecins déprimés qui ne se soignent pas, qui ont peur de la médecine et qui s'automédiquent, sur les médecins qui ont jeu pathologique, les médecins qui ont des troubles de la personnalité, avant de dire que c'est le métier. Je trouve que c'est quasiment scandaleux de faire une approche par un seul facteur de risque. Regardons dans ce métier quels sont les facteurs de risque classiques qui courent et après on verra s'il y a un élément résiduel. Et par exemple, dans le milieu pénitentiaire, démontrer que ce n'est pas le métier, c'est que des personnes peuvent être chargées de facteurs de risque avant d'intégrer l'École nationale d'administration pénitentiaire à Agen, avant de commencer médecine, avant de commencer ce métier-là. Peut-être que nous portons nos facteurs de risque. Et donc, avant de protéger, se protéger. Faire en sorte que votre DRH devienne DHR, Direction humaine des ressources. Stress post-traumatique, tous les métiers de secours, tous les métiers de combat peuvent voir des scènes insoutenables. L'autre jour, j'étais avec des pompiers, des gendarmes. Bon, c'est sûr qu'ils voient des scènes que nous ne voyons pas. Que vous, gendarmes, vous voyez, puis nous, on ne voit pas. On pourrait presque avoir un dosimètre sur le nombre de scènes insoutenables que l'on a vues. Et peut-être qu'il y a un seuil où on va dire c'est fini, moi je suis saturé, comme la radioactivité. N'oubliez pas de demander aux personnes, avez-vous déjà connu une ou plusieurs fois dans votre vie des périodes aussi dures qu'aujourd'hui, au point de penser au suicide, voire de faire une tentative de suicide. Demandez bien aux personnes comment vous en êtes sortis à l'époque,
parce que ce qui a marché à l'époque peut marcher demain. Travaillons sur les sorties de crise réussies. On travaille sur les facteurs de déclenchement des crises. Nous ne travaillons pas assez sur comment vous en êtes sorti il y a 2 ans. Et ce qui a été marché il y a 2 ans peut être exportable pour demain. Les facteurs de protection, ils sont moins bien connus. J'ai insisté sur la capacité de demander de l'aide. Être faible, c'est faire semblant d'aller bien. Être faible, c'est ne pas demander de l'aide. Être fort, c'est demander de l'aide. Virilisons la demande de l'aide. Affichons dans Poitiers et toute la Vienne. Être fort, c'est demander de l'aide. Sur les poteaux, les murs qui ne sont pas aux 35 heures. Nous sommes orphelins d'affichage de prévention. Nous n'affichons pas comme les autres pays. Mais près des ponts, sur les boîtes d'antidépresseurs, il y a des États aux États-Unis qui ont marqué « Si vous allez mal, appelez tel numéro » sur la boîte d'antidépresseurs. Où sont les gens qui ne vont pas bien? Quels sont les messages protecteurs? Un petit truc peut sauver. Sur les ponts, oui. Mais mettons pas que des bouquets sur les ponts. L'autre jour, il y a 8 jours à Dinan, un sacré pont. Bon, et ben, le grand 2, ils mettent des fleurs. Est-ce qu'il faut enlever les fleurs la nuit? Est-ce qu'ils ont le droit de pleurer? Je dis, est-ce que vous ne pourrez pas demander l'autorisation de mettre des messages de prévention autour des fleurs? Parce que les familles qui mettent des fleurs, c'est pour se souvenir et faire la prévention. N'oubliez pas que ce pont est très très dangereux. 30 mètres. Et du parking en bas. Ils ne pardonnent pas. Donc la capacité de demander d'aide. Croyance religieuse, demandez aux personnes qui vont mal, est-ce que ces derniers temps vous êtes mis à prier ou priez plus que d'habitude? Quand les gens vont mal, ils prient. L'autre jour, j'ai une patiente en face de moi, une interne en médecine, elle me dit, mais je lui dis, est-ce que vous priez? Elle me dit, oui, je prie. Est-ce que vous priez au moment même de l'entretien, maintenant? Il me dit, oui. Quelle est votre prière? Pourvu que vous compreniez. Eh oui, les gens prient. Bon, l'urgence, je passe. Je vous l'ai dit. Allez, étape d'intervention. Vous êtes des secouristes psychiques, vous êtes des aiguilleurs de la terre. Au début, vous êtes sur le petit fauteuil mauviette, pas grand-chose. La personne pense au suicide. C'est une évidence naturelle. À la fin, vous êtes une bouée de sauvetage orange fluo. Le Titanic coule dans l'Atlantique Nord. La personne s'accroche à vous. Vous êtes la personne la plus importante sur cette terre à cet instant. Acceptez-le. Ne vous dérobez pas, ne vous dégonflez pas. Habillez-vous en orange. Ne vous habillez pas en noir. Non mais attendez, combien de psy? L'autre jour, j'avais 7 personnes en psychiatrie en noir, que des corneilles. Mais vous portez le deuil de vos patients? Non, attendez, si vous voulez aider les gens, un peu de couleur sur vous. Un peu de couleur, s'il vous plaît. Mais je vois l'orange est bien. Hein. Non, mais je vous ai vu. Hein. Alors c'est lui, là. Au laser, vous voyez, il est là. Hein. Celui-là. Mais il y a des écharpes oranges, oui, voilà, un peu d'orange, vous voyez. Comme dans certains pays pour la Révolution. Un de mes patients m'avait dit, acceptez l'idée, monsieur, que quand on va mal, on arrive à penser 100 heures par semaine à vous. Parce que, est-ce que vous avez pensé, est-ce que vous avez donné le bon traitement, est-ce que vous allez demander à un collègue un conseil, est-ce que vous allez lire un article pour me donner de l'espoir? Vous êtes très, très important. On est trop modeste. Hein. Vous êtes très, très important. Vous savez, quand on a un souci, on pense 1 fois, 2 fois. Tout le monde peut ruminer. Hein. Ou mâcher un chewing-gum. Voix douce et agréable. Une voix aiguë et énervée. Alors, comment ça va? Pas très bon. Ah non, mais là, il faut changer de guichet. Hein. Vous avez gaine de myéline. Oh. Mettre en dynamique. Monsieur, qu'est-ce qui vous a conduit à? Qu'est-ce qui aurait pu pousser votre femme à vous dire « sac à vin, je te quitte » Ben, vous savez, ces derniers temps, je n'ai pas été très fidèle. Et puis, je crois que j'ai frappé trop fort l'autre jour. Là, vous avez déjà 2 jolis facteurs de risque. Coup de blessure volontaire sur adulte et je bois. Donc, mettez les personnes en dynamique.
pensatique. Ce n'est pas un homme, 40 ans, alcoolique, non. Qu'est-ce qui vous conduit à? Prenez la vague, posez votre planche de surf relationnel jusqu'à la grève, jusqu'à ce que l'eau soit sur la plage, beaucoup moins hostile. Prenez l'énergie de la personne. Je veux rentrer chez moi, soit, si vous rentrez à l'instant même, où allez-vous? Que voyez-vous? Qu'est-ce que votre cœur éprouve? Que pensez-vous quand vous voyez que les volets sont fermés, qu'il n'y a plus de la voiture? Je pense au pire. Vous avez gagné. Prenez l'énergie de la personne. Posez des questions ouvertes, on est d'accord, pas fermées. Du respect en surface, de la pression en profondeur. Vous êtes des sculpteurs de pierres tridimensionnelles. La personne qui va mal est un bloc de marbre de 7 tonnes de Carrare. Vous êtes Michel-Ange. Le cas clinique, la personne elle-même, c'est 73,5 kg, enfouie dans le bloc. Comment vous donner des coups de burin et des masses pour faire tomber des pans entiers de marbre qui ne sont pas la personne, pour mettre au jour la personne telle qu'elle est exactement. C'est ça l'enjeu. Avec le minimum de coups de burin, ça veut dire le minimum de questions. Je ne demande plus jamais combien avez-vous d'enfants, quels sont les prénoms de vos enfants. J'ai les prénoms, j'ai le nombre. Alors le sexe, je ne vous dis pas. Le jour j'avais Laurie, un chevalet. J'ai dit, c'est pas votre chevalet, monsieur? Si, castration des parents. Ils m'ont appelé Laurie. Bon, soit. Vous saviez que c'était un prénom de garçon, Laurie? Moi, je n'avais pas appris. Travailler avec les pires souffrances, les sommets pressants. Cette nuit, la pire pensée que vous avez pu avoir, le pire geste que vous avez pu commettre. Une fois, une dame m'avait dit, elle était venue avec le sac à main, l'imperméable même pas ouvert en consultation. Oh, ça n'allait pas bien, mais quand même, il y avait plus grave. Je faisais un métier intéressant. Oui, oui, madame, d'accord. Oui, mais l'essentiel. Je lui dis, mais quel est le pire geste que vous aurez pu faire hier? Oh, elle me dit, pchit. Et alors, pchit, avec quoi? L'arme de service de mon mari. Dépression souriante. Je ne voulais pas m'embêter, mais pchit quand même. J'aurais pas parié un copex, mais oui. Un petit peu, je vous l'ai dit, le on verra, je vous l'ai dit. Le bon courage est très déconseillé, notamment en cancérologie, en soins palliatifs. Bon courage, ça veut dire ça va mal finir. Éviter les solutions trop tôt, il faut être hospitalisé. Je vous dis que non, je ne veux pas. D'abord, qui vous êtes? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous fait souffrir? Troisièmement, nous allons envisager ensemble les solutions qui pourraient diminuer votre souffrance dans les heures qui viennent. Le diable, c'est le temps, cassez les genoux du diable. Qui vous êtes, ce qui vous arrive, ce que nous allons faire. Mais ne mettez pas les solutions au début, parce que vous n'êtes pas crédible, même si la solution est bonne, puisque la personne sait qu'elle n'a pas dit le 15% des choses. Que vaut un séjour hospitalier pour un patient qui n'a pas dit l'essentiel? Je suis là à l'hôpital depuis 15 jours, jamais ils ont su me poser la question pour savoir où j'en étais. Qu'est-ce que ça vaut le soin, alors que je sais qu'ils n'ont pas la bonne base de données, ils n'ont pas le bon cortex ou DPI, dossier patient informatisé. Les adverbes, profondément touchés, terriblement au cœur de la personne. Les personnes veulent soigner par du « je », qui est relayé avec du « nous ». Plusieurs « je » qui s'entendent, qui ont la même formation, devient du « nous », et pas par du « on ». Regardez combien de fois on dit « on ». On va s'en occuper, on va le faire. On, c'est qui? Évitez le « je pense ». Le jour où je demande à ma femme, est-ce que tu m'aimes? Elle réfléchit, puis elle me dit, je pense. Moi, je n'ai pas dormi 3 jours et 3 nuits. Est-ce que M. Truquier est suicidaire? Oh, je ne pense pas. C'est-à-dire, je ne sais pas et je m'en fous. Attention, je pense, il y a des infirmières? Transmission ciblée, pas ciblante. Bon, montrez que vous avez la capacité, votre équilibre physique, votre solidité, vos muscles, vos pectoraux, la qualité de vos questions montre que vous êtes vraiment capable de recevoir des gros matériels. L'autre jour, dans les prisons, je teste quelquefois les détenus de soutien que je forme, donc je fais le détenu qui va mal. Et je peux me mettre dans des états assez graves. J'adore ça.
Après, je me remets moins bien, hein, parce que c'est... Je me dis, mais t'es allé trop loin, là, tu t'es abîmé le cerveau. Hein. Parce que j'ai le sentiment que j'ai 3 neurones dans la vase qui respirent lentement. Et comment les mots de mon intervenant viennent au-dessus comme des drones amicoles me parler. Où t'en es où? Mais je suis vraiment comme un ver luisant sous la pluie. Je m'éteins. Donc j'ai mes petits neurones et comment ces paroles viennent. Et le dernier est un danseur professionnel incarcéré, un grand gars. Un faux pas ou un grand écart dans la vie, j'ai jamais su, mais bon. Et par la qualité de ses gestes, la chaleur de sa voix, son calme, j'avais le sentiment que j'avais des sacs de sable à droite et à gauche qui me bordaient, qui me limitaient, et à la fois, sans m'étouffer, et que j'avais un tapis entre ses rotules et mes rotules, de 2 mètres carrés, 30 cm d'épaisseur, où je mettais un problème, un autre problème, un autre problème, sans qu'il me juge, sans qu'il ait peur, sans qu'il confonde. Il m'a puissamment ataraxié. Enfin, Atarax, c'est un médicament pour calmer. Hein. Mais j'ai dit, je te suis. J'ai compris par ton calme, par la qualité de l'entretien, que tu savais où tu m'emmenais. Qualité des précision des questions, qualité des transitions. Je savais qu'il a parlé peu, mais était drôlement efficace. Et il y avait une solidité, un ancrage sur le sol. Je suis dans de bonnes mains, je suis au bon endroit. D'autres m'avaient beaucoup énervé avant. Ils m'avaient dit d'aimer ma femme. Ça ne se commande pas, ça. Hein. Bon, les émotions, solitude, terriblement seul dans une famille ou dans une ferme, sans valeur, rejeté, je me voyais comme un caïd, maintenant comme rien. Perdu contrôle externe, je ne gouverne plus ma vie. Perdu contrôle interne, j'ai des pensées que je ne veux pas. Je voulais aimer mes enfants, j'ai envie de foutre le feu à la maison. Je ne me contrôle plus. J'ai pensé que je veux pas. Et les pensées suicidaires sont dans la perte de contrôle. Ne me dites pas y penser, de pas y penser, mais ça m'envahit, ça me ronge, ça me ronge. Vous savez que ces petites bêtes, ça mange tout. Hein. Les idées de suicide, ça rogne tout, hein. C'est de la vermine. Attention à la comorbidité, la trilogie alcool, dépression, trouble de personnalité. Dans un territoire comme le vôtre, où sont ces personnes? Qui peut aider ces personnes? Si vous voulez faire de la prévention, allez dans les bars, les bistrots et les cafés, le matin tôt et le soir. Moi, chaque fois que j'y vais, je me dis, je pourrais rester la matinée. Il y a un chantier. Est-ce que vous formez les bistrotiers comme gatekeepers? Moi, j'ai 2 objectifs, c'est les cafetiers et les coiffeurs. Alors, pas seulement pour les dames sous le casque, mais qui parlent des soucis de leur mari, de leurs enfants, de leurs trucs. Vous avez un projet dans la Vienne, non? Pour les coiffeurs? Pour raser gratis les gens qui ont des événements, l'hospitalisation en psychiatrie, non pas parce que l'hôpital est suicidogène, mais c'est que beaucoup de proches profitent de l'hospitalisation parce que la personne est dans le soin, elle s'est posée pour dire j'arrête. Ça fait 2 ans que ça n'allait pas, 2 ans j'avais peur du suicide, maintenant on m'a dit 3 fois il se soigne bien, donc ça m'a donné un passeport pour partir. Il y a des petits goûters avant Noël, après Noël ou autre, où c'est les dernières fêtes, avant le départ. Attention. Un suicide pour 1000 admissions, et puis beaucoup de suicides dans les 4 semaines après la sortie, parce que la vie n'a pas tellement changé, les mauvaises nouvelles se sont accumulées, je vais mieux, mais un peu mieux. Et puis la chance hôpital, elle est derrière, elle n'est plus devant. Donc 1000 à 1500 suicides dans les 4 semaines qui suivent la sortie de psychiatrie. Zone de tous les dangers. S'il y a une priorité sur un territoire, c'est travailler sur ces 4 semaines après la sortie. C'est extrêmement puissant. Vous avez une cible, 4 à 5% des suicides pendant le séjour, 10 à 15 après. Donc vous avez en 4 semaines, en 70 jours, 4 semaines, en 60 jours, vous avez quasiment une cible temporelle très précise. Posez la question,
Alors, vous n'avez pas des grosses montagnes ici, hein. Alors, prenons le Mont Ventoux. Quand vous montez le Mont Ventoux à vélo, est-ce que les cuisses deviennent tellement dures et le souffle tellement brûlant que par moment, vous pensez à mettre pied à terre? Quand vous vous rendez compte qu'il s'est passé ça avec votre femme, puis ça avec ceci, puis ça ceci, est-ce que par moment, vous avez des pensées que vous ne voulez pas, à savoir mettre fin à vos jours? Décollez bien la question du suicide, le suicide de la personne. C'est à un moment donné, quand vous n'en pouvez plus, vous en êtes arrivé là, mais vous n'êtes pas dans vos gènes suicidaires. Vous ne le portez pas en vous, hein, bien décollé. Bien poser la question du quand, hein, souvent, et des idées, mais tu as demandé quand? Non, j'ai oublié. Ben, retourne. Demandez le quand. Ben, pas maintenant, je ne sais pas. Si elle me quitte, conditionnel. Deuxième Saint-Valentin, sans elle, je ne pourrais pas supporter. Attention, la Saint-Valentin, ça se prépare. En Vienne, préparez-vous la Saint-Valentin. Pour la prévention du suicide. Avant, pendant et après la Saint-Valentin. Et oui. Bon, ça c'est l'urgence. 9, la personne est décédée, on y va. 9, 8, elle a fait une tentative, en cours ou elle vient de le faire récemment. 7 immédiatement. 6 dans les 48 heures, 5 au-delà des 48 heures. 4, il manque un élément ou avec quoi ou quand comment. 3, des idées fréquentes et tous les jours. 2, des idées fréquentes mais pas tous les jours. 1, des flashs suicidaires. La plupart des personnes sont des 1, voire des 2, rarement des 3, très peu de 4. Mais il faut éviter que les 1 deviennent des 2, des 3, des 4, pour qu'un jour, ça devienne un 9. Il y en a quand même 10 334 en France en 2013 qui sont arrivés à 9. Et il y en a des millions qui ont pensé, et il n'y en a que 10 000 qui sont arrivés. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. On a regardé en psychiatrie, dans le service Michel Pacotron-Saint, 250 patients, 41% des personnes au premier rendez-vous en consultation au CMP, centre médico-psychologique, ont des pensées suicidaires si on interroge tout ce qui bouge. Comme dans la navale, vous savez, hein, tout ce qui bouge, je le salue, tout ce qui ne bouge pas, je le peins pour pas que ça rouille. Les armes à feu. Nous avons des armes à feu, on disait avant 10 à 20 millions, 10 à 30 millions, dans les journaux 19 millions. Je crois que personne ne sait, entre les armes de collection, les armes héritées, les armes de tir sportif, d'autodéfense, professionnelles, de chasse. Il y a beaucoup d'armes. Considérez qu'un patient sur 5 a une arme à la maison en moyenne, sauf si vous travaillez en corsitude, où c'est un peu plus. Il faut le savoir, hein. L'autre jour, on fait une intervention à domicile, l'infirmière rigole, je dis mais il y a une arme à feu, elle me dit je pense, mais elle sait bien que quand elle dit ça, elle ne sait pas. On rentre, coup dans l'omoplate, c'est une crosse. Un râtelier simplement, on n'a pas été frappé, hein. Mais vous voyez, hein, c'est ordinaire. Alors surtout Châtellerault, vous connaissez Châtellerault? La Manu, le Bel. Ah là, il y en a. Hein. Ouh là là. Sévère. Hein. Identifier l'événement qui a aggravé la souffrance. Qu'est-ce qui vous a fait monter sur les fenêtres? Je ne reverrai pas les gosses, ils vont me les prendre. Comment s'appelle-t-il? Si on a les prénoms, la personne retombe du bon côté en général. Nommer la souffrance, nommer la crise, c'est ramasser ce polze brisé, une faïence porcelaine, brisée, c'est la personne. C'est coupant, ça n'a pas de sens, c'est le chaos, c'est dangereux. En nommant les pièces du polze, en redonnant forme humaine, ça devient partageable, compréhensible, et on peut se le représenter. Et même ça a été prévu, on peut aider quelqu'un comme vous. C'est important comme phrase, mais un cas comme vous, c'est prévu, on sait faire, on a l'habitude. Soutenir les proches, aider ceux qui aident. C'est très très pénible d'avoir quelqu'un de suicidaire. On peut même le détester, on peut même dire « t'as qu'à le faire si tu le dis, hein. T'as qu'à le faire, écoute, on n'en peut plus nous ». Donc il faut aider ceux qui aident, il faut éventuellement réveiller les morts. Moi j'aime beaucoup dire « mais si votre papa qui est parti trop tôt était là, qu'est-ce qu'il vous dirait? Qu'est-ce qu'il ferait ?» Donc vraiment, je préfère que mes patients
enfin, que les morts viennent dans les salles d'attente, dans les consultations, que d'emmener mes sorties cimetières, vous savez. Bon, j'ai déjà vu dans des établissements, sorties cimetières. On fait la tournée, oh là, non. Non, je préfère dire, mais si votre maman était vivante, elle était sur cette chaise, elle était là, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Votre maman, la vivante, pas la morte. Ça change un peu les choses. Ils ne sont pas aux 35 heures, donc ils sont très disponibles. Non, mais c'est vrai, c'est économique. Pas de déplacement, trace carbone zéro. Mettre un voile entre la main et l'arme. Ce n'est pas les armes qui tuent, c'est les munitions. Il suffit de retirer les munitions pendant un certain temps. De jeter la corde, scotcher les fenêtres. Je fais beaucoup scotcher les fenêtres. C'est un instituteur qui m'a donné... Alors, il avait une parole d'en bas. Il était victime d'une parole d'en bas. Je sais pas si... Enfin, je parle de parole d'en bas, mais vous ne connaissez pas. Hein. C'est dit par les enseignants. Il buvait, il fait rentrer les gosses dans sa classe, et puis il y en a un qui sort. Mais tu vas où, toi? Je ne reste pas dans la classe d'un prof qui a bu. Paraplégie. Il dit, j'avais scotché toutes mes fenêtres pour ne pas sauter, pour ne pas sauter, pour ne pas sauter. J'en pouvais plus, ce petit qui me dit tout à la face. Quelles sont les paroles que les personnes que vous aidez ont entendues des plus petits d'entre eux? Tu sais, papa, tu ne ressembles pas à un papa. Puis maman, tu n'es pas une maman. Comme tu viens habiller à l'école, tu n'es pas une maman. Donc ça tue beaucoup plus que le rectorat qui dit des trucs, qui pond des circulaires, des notes de service. Donc les petites choses. Hein. Donc le scotch. Je pense que j'ai passé dans une quincaillerie là avec Christian Poupin. Il y a du scotch anti-suicide. Il y a marqué JJC, Jean-Jacques Savagnas anti-suicide. 3 mètres, 8 € les 3 mètres. J'ai trouvé que c'est un peu cher. Mais bon, quand même, hein, ça vaut. Hein. Bon, si vous inscrivez à Dignitas, c'est 8 000 € hein, en Suisse, hein, pour l'euthanasie, c'est 8 000 €. Hein. Ah oui, 8 €, 8 000 €, c'est concurrentiel. Hein. Comment le contexte? Identifier les facteurs de risque qui font basculer la personne. Dans quelle mesure les facteurs de protection sont vivants? Comment vous faites un PPP, plan personnalisé de protection, les 3 souffrances fondamentales qui poussent au suicide? Épuisement au point 2. L'insomnie et l'épuisement, il ne faut pas le négliger. Le nombre de personnes que j'ai vues, c'était « j'en pouvais plus, je dormais plus, je ne savais plus qui j'étais, j'arrivais plus. » L'épuisement, plus que la culpabilité. Poussé par des facteurs de risque que l'on va atténuer par des traitements, des facteurs de protection où vous êtes, tout le monde est, avec des petits appels, des SMS, des bouquets de fleurs, une carte postale, un clin d'œil. Comment on met en scène ces deux hein? Le plan de protection personnalisé, c'est la mise en œuvre simultanée des deux. Hospitalisé, est-ce que la personne peut supporter l'hôpital? Est-ce que c'est une voûte protectrice ou au contraire, c'est un lieu un peu... On a eu 2 suicides de personnes âgées qui se sont perçues humiliées par l'hospitalisation en psychiatrie. C'est en EHPAD, suicide égale psychiatrie égale hospitalisation. À 92 ans, il y en a un qui a écrit « Vous avez donné raison à ma famille, ça suffit ». Risque-bénéfice d'hospitaliser versus ne pas hospitaliser. Et l'écrire dans le dossier pour être inviolable. Si vous avez un doute, j'ai demandé ce soir même à un collègue, je vais exposer le cas rapidement. Il s'est rendu à la même conclusion. Cette personne doit être hospitalisée ou ne pas être hospitalisée. C'est une protection très forte. Demandez à un collègue, qu'est-ce que tu ferais toi si tu étais à ma place? Et pas un collègue sur Internet à 3000 km, celui qui est à côté, dans le bureau à côté. Détecter, poser des questions, être un témoin de la souffrance est déjà important. Penser le passé, le présent et surtout l'avenir. La semaine fait 168 heures, donc il y a du travail pour préparer la semaine qui vient. Les endormissements, les levées, les insomnies, les boîtes aux lettres qui apportent des choses mauvaises. Mettre une pression sur la Vienne douce, constante et préventive, c'est ce que vous faites avec votre 13e journée. C'est-à-dire une pression, on continue, c'est un long combat. C'est épuisant, hein, c'est un marathon. Alors, j'ai un exemple de formation de 12 EHPAD. Donc, 13 suicides
en EHPAD dans le Rhône en quelques mois. 85% de femmes, 13 suicides, 12 hommes, une femme. 85% de femmes, 13 suicides, 12 hommes, une femme. À retenir, à méditer. L'enjeu, c'est comment toucher les hommes, comment ils acceptent la prévention du suicide. J'ai vu un EHPAD, je vous donne une solution, faire un groupe œnologie. Il n'y a pas d'activité plus puissante pour faire sortir les hommes taiseux. Ils ne picolent pas trop, mais surtout ils parlent de vin, des événements, du truc, de la vigne, du cognac, des mariages, des fêtes de foot, etc. Faites des groupes œnologie dans les hôpitaux où on ne peut pas boire d'alcool. C'est un défi, hein. Mais c'est très intéressant. C'est le groupe qui a le plus de participation des hommes. Si vous faites macramé, tricot et tricotin, ça ne marche pas. Ou esthétique, non. Bon. Alors, l'ARS est très partante. Les EHPAD vivent douloureusement ces suicides. Nous sommes là et nous voulons travailler. Nous avons envie de travailler. Et on a un réseau de 67 formateurs. Je ne sais pas combien il y en a en Poitou-Charentes de formateurs. 15, 20, 30. Donc, on met tout ça, je passe. On fait 12 EHPAD. Alors, privé, associatif, but lucratif, avec suicide, sans suicide, urbain, semi-rural. Nous les formons de novembre à décembre. On leur demande deux choses, avoir un registre des crises suicidaires. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une crise, ils le notent pour un registre. Deuxièmement, comment ils prennent en charge les personnes qui sont suicidaires. Nous sommes une équipe de recherche, donc on fait un groupe contrôle de 12 EHPAD qu'on n'a pas formés et on leur demande la même chose. On évalue ceci par des visites sur site tous les 2 mois. Infirmiers, psychiatres, psychologues, on vient évaluer tout ça. Nous les avons formés, 33% du personnel. Au départ, je voulais 50%, mais ils n'arrivaient pas à libérer les personnels. La formation était financée, le remplacement des personnels soutirés par la formation était financé, ainsi que l'accompagnement. 19 sessions de 2 jours en 7 semaines, en 35 jours. Donc opération coup de poing pour les former rapidement. Ensuite, on fait des visites sur site. Bon. L'état d'avancement, on a avancé un peu plus, on est à 90% pour les EHPAD formés. On est un peu en retard sur les autres. On mesure l'impact de cette formation. Et je trouve que c'est vraiment essentiel de se doter d'outils d'évaluation. Premièrement, est-ce que l'engagement de la direction, ils sont présents, ils parlent du sujet, le sujet c'est facile d'en parler, on n'a pas peur du mot suicide, on ne dit pas idée grise très légère. Il y a une culture de prévention, il y a un caractère durable des modifications des pratiques. Ils ont diffusé la démarche à d'autres actions, ils ont par exemple formé les autres professionnels non formés. Ils détectent des crises, ils tiennent le registre. En crise suicidaire, ils analysent les risques et bénéfices d'hospitaliser versus ne pas hospitaliser. 12 EHPAD, 3 groupes. Un premier groupe de 6, la prévention est devenue une priorité. La greffe, parce que c'est une greffe cérébrale, a pris. On a injecté des cellules de prévention, et ces cellules, elles sont dans le corps institutionnel, elles sont dans la tête des gens, et il n'y a pas de rejet. La prévention se développe, mais elle est fragile, et là, il y a un rejet. Ce n'est pas intégré du tout. Regardons un petit peu. C'est une priorité, l'encadrement est programmé, il y a des procédures de détection, les médecins généralistes évaluent avant d'admettre quelqu'un, font le RUD avant l'admission. Ils utilisent éventuellement des échelles de détection de la dépression, Mobical ou autres. Ils diffusent, pour ceux qui n'ont pas été formés, il y a un établissement qui a formé 100% de son personnel et qui a une procédure pour former les nouveaux arrivants ou les remplaçants de façon flash, un peu express. Ils tiennent un registre. Il y a des réunions systématiques sur le risque de suicide, c'est intégré aux réunions habituelles, ils n'ont pas fait une réunion en plus.
ils se sentent compétents et surtout, ils n'hospitalisent plus en général les personnes âgées, résidents, suicidaires. Ils s'en occupent. C'était le principal résultat, ils n'hospitalisent plus. Vous savez qu'il y a un biais, les personnes âgées disent « si je dis que je suis suicidaire, c'est la psychiatrie et je parle ici ». Donc je ne saurais pas le dire. Surtout pas le dire, attention. Hein. Regardez à l'hôpital, je ne vais pas le dire parce que sinon, il me change mon traitement et je ne sors pas ce week-end. Je ne vais pas le dire quand même. Hein. Sauf à la SH, parce qu'ils sont fâchés avec les infirmières, donc il n'y a pas de problème. Eh oui, attendez, pour de vrai, à Saint-Lô, ils ont fait ça 2 fois. Hein. Et les SH étaient fâchés, donc ils n'ont pas dit 2 morts. Ça se paye. Hein. Allez. Le mal qu'on se fait entre nous se paye. Comment on arrive à se faire tant de mal dans les pôles hospitaliers en France? Comment on peut se détester aussi près? On est prêt à aimer des pygmées qu'on ne connaît pas, à les prendre dans nos bras, et nos voisins, on ne peut même pas leur dire bonjour, quelquefois. Comment ça se fait? Moi, j'ai rien contre les pygmées, hein. Mais j'ai pas beaucoup d'amis pygmées pour l'instant. S'il en reste des pygmées. Réunion avec les familles pour dire nous sommes dans une démarche de prévention. Famille, si vous avez des mauvaises nouvelles, tenez-nous au courant pour bien protéger. Affichage sur les murs de l'EHPAD. Être fort, c'est se faire aider. Surtout si vous êtes insomniaque, c'est se faire aider. Eh ben, je crois que je vais demander de l'aide demain matin. J'aurai d'informations pour le réseau. Ce n'est pas une priorité, enfin c'est mal intégré, c'est pris en compte. Quand il y a une crise suicidaire, il s'en occupe bien. Quand il n'y en a pas, on dort un petit peu. Il y a des prises en charge dès qu'il y a des crises suicidaires, mais on ne détecte pas systématiquement. Des grilles. La démarche serait la recherche d'un second souffle. 1 ou 2 personnes importantes mutent, c'est fini, c'est éteint. Ça tient sur le dos de 2-3 personnes. Ce n'est pas intégré, pas de modification. Les personnes formées sont esselées, comme des martiens vert foncé, tout seuls, sans famille. Ils ont été formés, mais ils ne savent pas quoi en faire. L'encadrement semble très peu concerné. La question du suicide relève du psychologue. Donc quand il y a un psychologue, il y a du suicide, la prévention. Quand il n'y en a pas, c'est fini. Et vous savez que les temps des psychologues sont quelquefois de quelques heures par semaine. Il y a des cultures anciennes. Un établissement nous a dit, vous savez, ici, la prévention du suicide, ce sont les statuts. Il y a des gens qui prient et qui veillent sur tout le monde. C'est joli, hein. Ils ont sous-traité la prévention à des forces supérieures. Gratos. Il y a des résistances. Libre choix. Ah ben, on veut comme va prévenir le suicide. Hein. C'est imprévisible. Même quelquefois, ça explique. S'il y a un suicide, ça explique qu'il manque du personnel. On en aimerait un 2e suicide pour qu'on ait du personnel. Pas de remise en cause des processus de prévention. Non, on manque de personnel, donc c'est normal. Effrayant. Des gens formés. Et éventuellement, et c'est assez subtil, la formation poussée par l'ARS, si nous changions, c'est la preuve, ça serait la preuve vivante que nous étions perfectibles avant. Donc ne changeons pas, parce que nous sommes parfaits. Magnifique. La démocratie sanitaire, c'est certainement de ne pas proposer les mêmes formations et le même accompagnement à ces 3 types d'établissements. Parce que vous ne les aidez pas de la même façon. Les premiers, vous faites des formations, puis ils le prennent, ils font fleurir, ils mettent de l'engrais, ils arrosent. Les autres, ils vont stériliser ça. Et pourtant, il y a des personnes, même dans ces EHPAD-là. Donc, c'était les petits éléments que je voulais vous apporter. Il semble qu'il y ait des terrains, un terreau, des facteurs positifs et négatifs qui sont à envisager avant toute action de formation. Et je vous conseillerais éventuellement de densifier vos actions de formation sur des zones limitées afin qu'il y ait un nombre de personnes, une masse critique suffisante pour qu'elles puissent se mettre en œuvre. Et de ne pas trop émietter la formation, 2 personnes là, 2 personnes là, 2 personnes là, mais centrer sur des institutions qui pourront se mettre en route et rendre ça pérenne. Je tiens à vous remercier. C'est fini.
Alors, rappelez-vous de ce pompier, vous vous souvenez, ceux qui ont un certain âge, un enfant était tombé dans un puits artésien aux États-Unis. Ils avaient fait un appel à quelqu'un de petite taille, et un gars s'était porté volontaire, il pensait se suicider, mourir, et il a sauvé l'enfant. C'était la une des grands journaux, vous savez, les héros américains. Il a très mal supporté. J'en suis pas là. Merci beaucoup Jean-Louis. Donc, quelques questions si vous le souhaitez avant d'aller déjeuner. Bonjour, moi je m'appelle Cécile Touche, je suis infirmière en urgence psychiatrique sur le CHU de Limoges. Et oui, on est venu de Limoges, Monsieur Terra, pour vous écouter. Vous nous avez formés, moi et ma collègue, en 2006 en tant que formateur au repérage de la crise suicidaire. Depuis, nous remplissons notre mission, nous allons sur le terrain, nous formons des gens au repérage de la crise suicidaire. La difficulté que nous rencontrons le plus souvent, c'est les moyens à donner aux gens pour après, on leur donne des outils, la boîte à outils que vous nous avez donnée, on essaye de l'emmener sur tous les terrains, mais eux après, surtout nous dans notre région, alors on est en Vienne ici, excusez-nous, mais nous en Haute-Vienne, on a beaucoup de mal à leur donner des clés et des réponses quand ils ont pu identifier quelqu'un en crise suicidaire. Le fait d'être isolé sur des terrains où il y a pas de médecins, où les hôpitaux sont loin, où il n'y a plus de gens disponibles pour pouvoir aider, ils sont désemparés et s'essoufflent en fait sur le terrain. Ça, c'est une première question. Ma deuxième, après, vous parliez tout à l'heure des institutions. Alors, je voudrais généraliser. Vous avez parlé du manque d'effectifs et que des fois, c'est une réponse quand les gens se suicident en institution, dire tout de suite, les gens s'excusent du fait du manque d'effectifs. Nos collègues que nous formons aussi en institution sont désemparés face au manque de moyens, face à la mobilité du personnel. Que faire avec ça? Voilà ma question. C'est qu'on met en place des préventions, on donne des moyens énormes pour les préventions. La RS débloque des moyens. Et malheureusement, après, sur le terrain, ces moyens-là ne suivent pas. Donc je vous propose 2 réunions de travail, une à 14h et l'autre à 15h, pour traiter ces 2 sujets. Bon, je ne vais pas me défausser. Vous êtes des formateurs, et que des formateurs. Les problèmes du terrain, l'aménagement du territoire, ça doit être pris par d'autres personnes. Mais vous ne pouvez pas à la fois former et avoir les préoccupations. En revanche, c'est demander vraiment de travailler sur des réseaux, c'est-à-dire de former dans des territoires de vie des personnes et de faire en sorte qu'il y aura des réponses. Mais c'est presque obscène de former et qu'il n'y ait pas de réponse. Vaut mieux ne pas former. Les formations se méritent. L'établissement, là, il ne mérite pas du tout, parce que c'est un contre-exemple. Donc, est-ce qu'il y a une volonté, alors, des acteurs locaux, territoriaux, des agents territoriaux, de la mairie, des communes, de l'ARS, enfin, c'est propice pour qu'une formation se développe. Mais tout milieu ne peut pas recevoir une formation pour l'instant. Alors, quelquefois, on voit des personnes qui ont la question que vous posez est la même partout, enfin partout, sauf à Paris 16e, bien sûr. Ils sont trop nombreux pour faire des choses intéressantes. Mais non, attendez. Quand on est pauvre et paresseux, on fait des choses intelligentes. Non, et par exemple, ils ont évalué, est-ce qu'il y a un taux de suicide qui est en fonction du nombre de généralistes en nombre de spécialistes? Ça se discute. Quand il n'y a pas de moyens, comment on peut sous-traiter? Moi, je travaille beaucoup avec la région de Die, dans le Diois, dans le Vercors. C'est des zones avec 2 habitants par kilomètre carré. Pas beaucoup. Ils ne se bagarrent pas, ils font des choses très intelligentes. Mais ça procède de l'aménagement du territoire. Donc de mettre les acteurs locaux, et qu'est-ce que l'on veut, qui va remplacer le psychologue que l'on n'a pas par d'autres moyens. Donc, mais vous, alors, que vous fassiez remonter, nous essayons avec le GEPS, nous essayons avec la DGS de faire remonter ces problèmes. Actuellement, il y a 808 formateurs, enfin 747 pour la France. Énorme. On devait en faire 52 au début. Bon. Deuxième question, c'était le manque de moyens.
Surtout lié à la mobilité du personnel ou dans les unités maintenant en psychiatrie. Alors effectivement, malheureusement, on hospitalise encore trop les gens en crise suicidaire qui n'ont pas besoin d'hospitalisation. Nous, on le voit au quotidien en urgence psychiatrique, ce qui engorge les hôpitaux et fait aussi qui engorge des places qui n'ont pas besoin d'être prises. On pourrait donner... Mais ces patients-là, du coup, qui sont malgré tout hospitalisés dans des unités de 20 places, 25 places où il y a 3 soignants, et sur 3 soignants, il y en a 2 qui remplacent, qui connaissent pas les patients. On sent de l'épuisement de la part de nos collègues qui viennent être formés au repérage, qui nous disent mais du coup on peut même pas passer 15 minutes en entretien avec le patient pour aller évaluer la crise suicidaire aujourd'hui, pour savoir où il en est. Moi j'étais président du concours de PH l'année dernière. C'est sûr que c'est totalement inégal. Il y a des services où il n'y a pas de psychiatre. Et toutes les prescriptions sont faites par le médecin de garde. C'est l'équipe infirmière qui gère tout. Mais vous savez, quand on est peu nombreux, on peut éventuellement, pour la question de l'urgence, ne pas prendre beaucoup de temps. Je pense qu'on peut... il y a aussi la façon de faire, c'est aussi la formation obligatoire. Peut-on faire de la psychiatrie si on n'est pas formé à l'intervention de crise suicidaire? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on peut être anesthésiste si on ne connaît pas les risques anesthésiques? Donc actuellement, je crois que le bénévolat a été épuisé, et je dis souvent, la contrainte, c'est la démocratie. Si tous les IFSI, IFCS, faculté de médecine, faculté de psychologie, institut de travailleurs sociaux, école, je ne sais pas le bon terme, si ce n'est pas obligatoire, on passe à côté. Et on dit, voilà, mais les nouveaux, ils devraient savoir faire. Mais c'est une dimension industrielle. Et la France n'ose pas appliquer. Et s'il contraint, la grande peur au niveau national, c'est si nous contraignons à mettre en œuvre la prévention. Vous savez, c'est un des rares risques qui n'est pas légiféré. Il y a un décret anesthésique pour tout, pour les produits sanguins. Là, c'est le bénévolat. Et si on pousse un peu l'obligatoire, nous allons être responsables. Ça va nous remonter dessus. Donc pour l'instant, on laisse le peuple se débrouiller avec ses problèmes de peuple. Au moins, on ne va pas être embêté. Donc c'est comment sur un territoire, on dit, écoutez, non, c'est une approche humaine, industrielle. C'est à grande échelle, il y a beaucoup de personnes à former. Le jour, j'ai vu un endroit, c'est un endroit où il y a 560 000 habitants, 39 personnes formées. Et ils sont fiers. Vous vous rendez compte? Même pas 1 pour 1000. Pour protéger des citoyens, il faut peut-être 3, 4, 5, 10, 15 personnes formées sur 1000 pour pouvoir être efficace. Mais n'attendez pas la prévention à 1 pour 1000. C'est illusoire. Vous n'avez pas changé les chiffres. Bien. Une dernière question pour ensuite aller déjeuner. Oui, donc Michael Stevens, médecin généraliste remplaçant dans la Vienne et dans le nord de Sèvres. Je voulais revenir un peu sur un point que vous avez relevé. Déjà noter le manque de formation des médecins généralistes concernant ce risque suicidaire. Je viens de finir ma formation. Dans quelle ville? Ici, à Poitiers. Voilà. Vous n'avez pas la grippe ce jour-là? Non. Manqué le cours? Non, mais je suis là aujourd'hui quand même. Ah oui, je vois. Alors, c'est rare, hein? Attendez, il faut l'applaudir. C'est rare qu'un médecin généraliste puisse se libérer. Hein? Donc, non, déjà noter ce manque de formation, on a eu les questions à l'internat et après c'est quasiment le néant. Vous avez une question à l'internat sur le RUD? Non. Pourtant, il y en a dans la banque. Hein. Sur un point que vous aviez relevé au début de votre présentation, par rapport aux professionnels de santé et le risque suicidaire. C'était un tabou il y a peu de temps. Ça commence à être... les langues se délient un petit peu. Je partage à la fois votre constat et en même temps je suis pas forcément... j'ai des inquiétudes par rapport à ce que je vois autour de moi, que ce soit les étudiants, surtout à Poitiers, il y a eu des cas d'étudiants en médecine touchés par ce risque suicidaire.
des médecins aussi, dans mon entourage proche ou moins proche. Bon, il y a différents facteurs. Je pense que le burn-out a été relevé pour les professionnels de santé et dans d'autres professions comme l'agriculture ou la gendarmerie ou la police nationale. Voilà, je voulais avoir votre avis éclairé en tant que membre de l'Observatoire par rapport à ça. Merci. Votre question, enfin, je ne sais pas si c'est le membre de l'Observatoire qui va répondre. Hein. On a eu une réunion. Hein. Donc, bon. Moi, j'ai fait médecine à Lyon, 6 années, 6 morts au total, par suicide, sur 100 personnes. Donc, le problème, il est connu, il est ancien, il est documenté. Comment apprendre à se protéger en étant médecin ? Donc là, j'espère qu'on est en train de changer, mais moi, pour l'instant, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de travaux dirigés pour dire comment on se protège. Moi, je lance un petit peu les messages en faisant le cours, comme ça. Alors, je pense qu'il faut ne pas exagérer le risque et d'abord voir les facteurs de risque, comme je vous l'ai dit, hein, qui courent chez les médecins, qui ont peur de la médecine, qui se soignent au dernier moment, qui font semblant d'aller bien alors qu'ils vont mal, qui perdent éventuellement leur clientèle, qui ont des dettes de jeu quelquefois considérables. On a vu en Rhône-Alpes des gens qui ont 100 000, 500 000 euros de dettes de jeu, qui s'automédiquent. Donc, travailler là-dessus. Ensuite, c'est le rôle. Alors, il y a le groupe Pasteur Mutualité. Je ne sais pas si vous connaissez Pasteur Mutualité. C'est aussi comment on s'organise en travail. C'est-à-dire c'est une formation où on n'apprend pas à travailler. Donc, il y a quelques cours sur comment s'installer. Mais il n'y a pas comment se présenter, comment faire ceci, comment gérer son truc. Ça va venir. Mais on est un métier où il y a une accumulation de connaissances, une exposition à des scènes très douloureuses, et puis après, débrouillez-vous. Hein. Moi, je suis très sensible à ça, parce que j'ai été 10 ans directeur du département de médecine générale, j'ai eu 20 ou 30 ou 40 étudiants en déshérence totale, hein, un nombre de catastrophes. Donc, vous voulez faire un cours, vous venez à Lyon faire un cours sur le sujet, mais tous les métiers, apprenons à nous protéger avant de protéger. Mais c'est valable pour les infirmières en psychiatrie, les infirmiers, pour les psychologues. On n'est pas bon. Hein. Et en plus, comme on connaît le système, on en a peur. Je vous garantis, moi je ne sais pas où j'irai me faire soigner si je ne vais pas bien. Hein. Alors, je tiens à te rassurer, Jean-Louis, comme tu le sais, le Conseil national de l'ordre et les conseils régionaux sont en train de mettre en place un peu dans toute la France un système spécialisé d'écoute. Oui. Voilà, et donc il y a des choses qui se font. Hein. Alors peut-être on va se quitter sur cette... Oui, mais si c'est moi si j'appelle anonymement, ils vont me reconnaître. Non, tu vas masquer ta voix. Non, tu me le dis et je file à Lyon pour te sauver. Ah. Applaudissons une dernière fois Jean-Louis Terra.